le clash du référendum qui n'a pas rentré, après ça, ça a été FFI et Nini. Ah ouais. Il n'y avait plus de traditionnel. Comment ça s'est concrétisé, tout ça? Ça a été à force de boire de la bière. Puis se dire qu'on devrait faire de quoi. C'est pour essayer d'être original, puis tout ça, là, à un moment donné, là, c'est un défi de trouver de quoi faire des albums. Moi, j'en ai fait des albums aux 3 ans à peu près. Ben ouais. Depuis 50 ans. Puis ça a été long avant d'avoir mon nom. Quand elle laissé la bottine, moi, je me suis aperçu que... pas de nom. Monsieur Bottine. Ce disque-là, on l'a jamais eu. On s'était fait fourrer, là. Sacrément. Non, mais c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On a fait la version de Normand sur le 3e disque de la bottine. Va à la fontaine pour lui piquer du poisson, là. C'est avec Dédé qui a chanté. C'est Dédé qui a chanté, celle-là. La pire décision que j'ai prise dans ma vie, au niveau des affaires, c'est quand j'ai laissé la bottine. Là, je te fais des confidences, là. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une magnifique semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est la référence de la musique traditionnelle, le chanteur Yves Lambert, qui est membre fondateur de la Bottine Souriante. Fait que bref, j'ai adoré ça, le recevoir sur le podcast. J'aime son énergie, j'aime comment il parle, j'aime comment il s'exprime, hein, les faces qu'il fait, puis comment à quel point il est dedans par bout. Fait que bref, j'ai beaucoup aimé ça, le recevoir sur le podcast. Fait qu'un gros merci à Yves Lambert d'être venu au podcast. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, j'aimerais rappeler et dire un gros merci à mes commanditaires, et vous le savez déjà parce que vous les connaissez, ils sont là à chaque semaine. C'est procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Les cafetières Bellucci, d'excellentes cafetières. Si vous voulez qu'il y en ait une qui qui continue, qui est durable, qui vous donne de la qualité, allez vous procurer une cafetière Bellucci, hein, parce que c'est la top quality des cafetières. Et si vous le faites, allez le faire au procafetière.ca. Si c'est pas en ligne, allez les voir au magasin à Varennes. Ils sont vraiment très très cool. C'est très le fun des voir. Ils sont tellement efficaces, sympathiques et du Christ de bon monde. J'adore à chaque fois que je vais là. Fait que bref, un gros merci à mes commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Et juste avant que je vous laisse écouter le podcast, vous rappelez que si vous voulez m'aider, si vous voulez contribuer au WhatsApp Podcast, vous pouvez le faire en devenant membre Patreon au whatsappodcast.com/Patreon. Non, c'est pas ça pantoute. C'est au patreon.com/whatsappodcast. C'est vrai ça. Ouais, je suis fatigué, j'ai une grosse fin de semaine. Fait que vous pouvez le faire, c'est ça vous coûte pas cher, c'est 3-4 piastres. Pour vous autres, ça fait pas grand chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Puis si vous voulez m'aider, mais vous pouvez pas le faire de façon financière, c'est bien correct. Tout support est apprécié. Juste allez vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, laissez un petit thumbs up, écrivez trad traditionnel dans les commentaires, ça va m'aider avec l'algorithme. Et sinon, je suis en spectacle aussi avec mon show Jerry Alain Maturisé. Toutes mes dates sont disponibles au jeralain.com. Et vous pouvez vous procurer les billets sur le même site. Fait que donc, un gros merci à Yves Lambert, un gros merci à mes commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Ou sinon, on se revoit la semaine prochaine tout le monde. Ciao! Aujourd'hui, mon invité, très honoré de le recevoir. Il était membre fondateur de la Bottine Souriante. C'est un pilier de la musique folklore du Québec. Je suis vraiment honoré de le recevoir. Yves Lambert, ça va bien? Très bien. Très bien. Bien content d'être ici. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'ai vu
j'ai vu que durant, je pense, c'est durant le jour de l'an, puis tu avais une série de shows que tu faisais, puis ça me tentait au bout d'aller te voir. Mais je pense qu'il n'y en avait pas à Montréal, dans le coin de Montréal, mais je suis comme Chris. M'a l'invité sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Je te connaissais pas, mais super sympathique. Je suis sûr qu'on va bien s'entendre. Je pense que oui, je suis convaincu de ça. Je suis bien disposé. Et si tu l'es, je pense qu'on va bien s'entendre. Comment t'as été introduit à la musique? Comment que ça s'est passé, ça? Comment que ça a commencé, tout ça? Comment ça a commencé? Dans ma plus tendre enfance, quelque part, une sensibilité à la musique. C'est un intérêt, une sensibilité. Je viens pas d'une famille de musiciens, mais ma mère avait une âme de elle avait ça dans le sang? Ma mère, elle avait une âme de fantaisiste. OK. Mais ma mère, elle a jamais fait du spectacle. Mais ma mère avait un esprit très, très... à elle, très, très particulier. Et puis, c'est ce qui m'a rendu sensible, je crois. Puis mon père aussi, mais mon père, c'est pour d'autres. Moi, j'ai commencé, j'aimais la musique. Mon plus gros, mon premier buzz dans la tradition, j'avais 7-8 ans. Au bout de l'an, chez ma grand-mère, il y avait un petit pick-up, puis ils ont mis le chicken reel. Puis là, dans les jours de l'an que ma grand-mère, ça jouait même plus aux quatre que ça chantait de la chanson d'épaule. Il n'y en avait pas de ça. Mais ma grand-mère, elle a voulu, mais les oncles, c'était politique, ça buvait du cognac, ça mangeait des pinottes. Puis ça s'astinait. C'est ça, ouais. Puis à un moment donné, je me suis mis à danser un jour de l'an au soir, là. La claquette, ça, genre? Ouais, une espèce de danse. Je ne savais pas danser, moi. Mais un buzz, là, pendant des heures. Je dansais, puis là, je tripais. J'avais mon habit en pied de poule, puis tabarnouche. Ça a été un buzz à 6-7 ans, à peu près. Puis après ça, j'écoutais de la musique. J'aimais ça, tu sais. Une de mes grandes inspirations au début, c'était Richard Verreau. Okay. Richard Verreau, qui c'était un ténor québécois, chanteur d'opéra un peu... pas un ténor québécois, puis son grand succès, c'était Minuit chrétien, tu sais. OK. Minuit. Puis là, puis après ça, c'était les Cailloux quand je revenais de l'école. Les Cailloux, ça, c'était un des premiers groupes traditionnels des années 60 qui reprenait... C'était beaucoup plus collégien comme interprétation, mais c'était l'époque aussi. Et j'ai bien aimé les Cailloux. Ce qui m'a emmené après ça, je jouais pas de musique encore, j'en écoutais. J'étais dans le chorale de l'Abbé-Lane, je chantais les messes de Noël au 3e étage à côté de l'orgue. Ça, c'était toute ma jeunesse dans le temps que j'étais servant de messe. Okay. J'étais servant de messe, moins professionnel. Mon plus gros fait d'armes en tant que servant de messe, et j'en suis fier. Okay. J'ai servi l'ordonnation de 2 sœurs cloîtrées dans une chapelle, dans un hôpital psychiatrique. Je sais même pas ce que ça veut dire, ça. Tu sais pas ce que ça veut dire, hein? L'ordonnation. Ordonnation de 2 sœurs, de 2 religieuses cloîtrées. Cloîtrées. Qui sont à la maison. Non, cloîtrées, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'y voir. OK. Qui font vœu de tout. Puis même de se faire voir. Nous autres, on avait des petites sœurs à Joliette. Hey, ça doit être épouvantable. C'est les sœurs du précieux sang. Ouais. C'est là qu'on allait acheter nos tailles d'hosties, parce qu'ils faisaient des hosties. Puis là, il y avait une grille, tu les voyais pas. Puis là, il faisait... Il y avait une affaire rond, un comptoir qui ramenait. Ah. Là, tu mettais ton argent. Puis là... Puis tu recevais tes hosties. Ah ouais. Puis là, ça, c'était le Monseigneur qui présidait la cérémonie. Les 2 sœurs, ils étaient couchés en croix sur le ventre devant le Monseigneur. Tu sais, c'était très, très, très... les gros symboles, là. Mm-hmm. Puis moi, j'étais porte-crosse. Tu sais, c'est quoi? Non. Ben, tu sais, il y a un porte-crosse puis un porte-mythe. Le porte-mythe, c'est le chapeau. Le mythe, c'est le chapeau du Monseigneur. OK, oui, puis le porte-crosse, c'est sa canne. Oui, oui. Tout un fait d'armes, ça c'est rare. Ouais.
Puis après ça, j'ai commencé à écouter à fumer du hash puis à écouter du rock. C'est une transition, pareil. Non, mais il y a eu porte-crosse à fumer du hash. Non, il y a une bonne transition. J'écoutais du Puis ça, c'était dans les années 60 et à la fin des années 60. Puis à un moment donné, j'écoutais plus du rock, puis après ça, je suis tombé dans le jazz. Écoutez, tout le temps auditeur. Puis un moment donné, j'ai entendu du violon dans un band qui s'appelait The String Band, un band anglais qui ont joué à Woodstock à part de ça. Ils avaient joué à Woodstock. Le fameux Woodstock. Le gros Woodstock en 69, le Incredible String Band avec Robin Williamson. Musique, vraiment des précurseurs de la musique folk rock des années, au début de... Non, avant ça, avant ça. Okay. Tu sais, comme Donovan. Donovan était un précurseur aussi. Il vit encore Donovan, qui était hurdy-gurdy, man. Hurdy-gurdy-gurdy. Et puis là, j'ai commencé à aimer le violon. Le violon. Jean-Luc Ponty dans les disques de Frank Zappa. Oh, moi, j'aimais Frank Zappa. C'était une de mes influences, mes grandes influences. Ah ouais? Ah ouais, Zappa. Zappa, c'est celui qui faisait parler sa guitare, c'était ça? Frank Zappa, c'est lui que... C'est un maître musicien, c'est un génie quelque part, mais qui était complètement fou, tu sais, complètement... Mais fou, pas fou. Mais sa première apparition en TV, c'était en 1964, je pense. Il jouait du basic. C'était fou, parce que dans une émission américaine, en noir et blanc, puis là, il arrive avec son basic. Puis là, l'animateur, il dit, tu joues du basic, toi? Puis là, avec des archettes dans ses rayons de basic. Puis après ça, c'était un grand musicien. Et puis au Québec aussi, un petit peu plus tard, là, mais après ça, moi, j'ai lâché l'école ben de bonne heure. OK. Je me suis acheté une musique à bouche. À quel secondaire? C'était-tu le secondaire? Ouais, c'était le secondaire 2, 3, OK. Moi, j'étais un drop-out de la pire espèce. Gars, on est 2. Moi, c'est au 3. Mais mes 2 dernières années, ma grande, c'était ma passion, c'était que j'avais découvert l'expression dramatique, qui était un cours sur le théâtre, puis tout ça. Puis moi, j'étais un peu farmer, moi, tu sais, fait que... Et après ça, à peu près en même temps que je lâchais l'école, là, j'ai pris une musique à bouche, puis je l'ai acheté une petite musique à bouche à 3-4 pièces. C'est quoi, c'est une harmonica? Une harmonica. OK. J'ai dit, ça m'a connecté tout de suite. Quoi faire, quand t'étais jeune, puis tu lâches l'école, c'est pas évident. Mettons que c'est... Les transitions, là, faut que tu sois quand même... OK, t'avais pas un but, t'as juste fait... moi, c'est que je voulais travailler, je voulais avoir de l'argent, Ouais, c'est ça. Puis j'étais pas bon en maths, puis... ça marchait pas. Ça te parlait pas? Ça me parlait pas. Puis là, j'ai commencé à voyager sur le pouce à ce temps-là. Moi, j'ai voyagé sur le pouce en maudit, moi. OK. Vraiment. Là, on parle puis là, de quoi, là, on les parle années de 73. 72, 73, 74. Et puis là, je me promenais. J'étais un vagabond, moi. Moi, je faisais la manche. J'ai appris la musique au début parce que quand tu fais de la musique, t'es jamais mal pris en voyage. Tu peux faire la manche. OK. Puis moi, avec ma gang, c'est un des premiers à faire la manche à Québec. À ça prend des permis, puis tout ça. Mais j'en ai fait de la manche, moi. Ça, c'est quoi? C'est tu mets ton chapeau à terre et tu joues, là? Ouais. Faire la manche, c'est ça. Puis ça a duré quelques années, jusque l'année du Grand Miracle. Okay. Là, à un moment donné, c'est comme Saint-Paul, quand il y a eu l'illumination. Tu sais, là, puis il est tombé de son cheval, là. Ouais. Mais moi, ça m'est arrivé, ça. À la Saint-Jean-Baptiste, 1975, sur la montagne, sur le Mont-Royal, présidé par Lise Payette. L'année avant la venue du pouvoir du PQ. C'est une fête qui a duré, il est venu 2 millions de personnes sur la montagne ce fin de semaine-là. Ça a duré 5 jours. Puis moi, j'ai passé 5 jours et 5 nuits, là. Mais viré une table. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça l'affaire. Ça l'affaire. Tu donnais des exemples?
Pour donner une idée. Ah, c'est là que j'ai entendu pour la première fois un peu plus haut, un peu plus loin de Ginette Renault avec Jean-Pierre Ferland. C'est là qu'il l'a fait. Wow. C'est là qu'a été chanté la première fois. Jean du pays, c'est à ton tour. Ça, c'est Gilles Vigneault. Ouais. C'est la première fois qu'il l'a chanté, c'était là. Ah ouais. C'était, à tous les soirs, il y avait un show de 125 000 personnes. Wow. Puis là, ça roulait. Puis moi, c'est là que j'ai connu Mario Forêt, qui était membre de la bottine aussi, qui était membre fondateur de la bottine. Puis là, lui, tout, c'était un roi de la musique à bouche. Puis là, on jouait. C'est là que la première fois que j'ai vu le rêve du diable. C'est... là, c'était... Puis il y avait Louise Forestier qui chantait « Elle grandit comme une fleur de lys au printemps. Elle grandit comme une fleur de lys au printemps. Tout le temps que dura le tam-tam. » Puis là, on chantait, puis on dansait, puis on était bien. Puis c'était... Il y avait un esprit, là, terrible. Puis le pire de ça, c'est qu'à un moment donné... on écoutait la répétition, parce qu'ils faisaient les répétitions des shows la nuit pour le lendemain. Mettons 6 heures du matin, le matin. Puis on était assis, on écoutait la répétition du show des femmes avec Michel Rossignol, avec Louise Forestier, c'était tout un show féminin. Puis là, on s'est levé, moi et Mario, je pense que c'était moi ici, puis je regarde, je vois un portefeuille. Ça faisait à peu près 3 jours, on n'avait plus d'argent. Moi, j'avais pas d'argent, j'étais pauvre comme la gale, tu sais, mais... Rouvre le portefeuille, 75 pièces. Mais en 75 pièces. Fait que là, ça nous relance. On descend en bas, on prend un gros repas, puis on remonte en haut avec notre caisse de 24. Gros. Puis le dernier show, c'est là qu'est venu le miracle. Avec Raoul Duguay. Dans son gros temps de la bête à Tibi, là. Ça, c'était pré-PQ. T'avais une atmosphère terrible, là. Puis là, moi, après ce show-là, à un moment donné, tout de suite après, c'était un soir de pleine lune. Puis je me mets à jouer de la musique à bouche. Puis avant, je jouais du blues. Moi, j'avais les cheveux aux fesses, puis je jouais du blues sur le bord du bar. Puis là, à un moment donné, je me mets à faire jouer des rilles. J'avais compris le concept, le principe des rilles. Puis là, ça a changé ma vie. Là, je suis tombé dans le panier vraiment de la musique traditionnelle avec André Marchand, puis le rêve du diable, puis tout ça. Fait que c'est né d'une soirée de Saint-Jean. Puis aussi, c'est un milieu. Joliette, on est tous tombés en amour avec ça. Il y avait... C'était l'époque de Breton Cire, il y avait des groupes bretons du Québec, il y avait plein... Il y avait une étiquette qui s'appelait le Tamanoir, les mangeurs de fourmis. C'était dans une époque de... L'époque de la valorisation, la grosse époque quand Paul Piché est arrivé, là, puis tu sais, la grosse époque... québécoise. Grosse... Montée du souverainisme. Absolument. Là, c'était... Moi, j'ai vu un show aussi dans les... plus début 80, mais un gros show sur le référendum au Colisée, là, puis avec... On était dans un esprit très... Puis moi, nous autres, on est rentré là-dedans, là. Puis on a fait un premier album en 77, là, puis c'était le début de l'apprentissage, d'être un musicien autodidacte, qui n'a pas appris à lire la musique. Puis là, ça a été l'aventure jusqu'au début des années 80, où ce que là, moi, je savais 2 tonnes à l'accordéon, puis je les ai faites sur le premier disque, tu sais. J'étais un pitonneux, j'étais un gosseux. Un gosseux, moi. Pour était gosseux, puis je gosse encore. Mais avec l'expérience... Non, tu te débrouillais. Moi, je sais comment me débrouiller, moi, à cette heure, avec n'importe quelle musique aussi. Là, je me suis acheté pour pas mal de dollars de nouvelle musique à bouche, là. De la grosse chromatique, là. Puis du beau stuff, parce que là, présentement, je joue avec un esti de bon Ben aussi. Mais là, si on en revient à ton histoire. Ah ouais, vas-y. Fait que c'est de même que la bottine s'est créée? C'était sur une essence de... Ben là, ça, c'était mon expérience à moi. Mario, il avait étudié en criminologie, puis il y avait un esprit de freak. C'était vraiment un hippie, là, Mario, tu sais. C'était... Fait que on était des gens très, très sociables aussi. On n'avait pas peur du monde, tu sais.
Puis André Marchand aussi, qui était un musicien de la place, là, qui avait parti de la bottine avec un autre band en 74, mais qui c'était pas spécialisé dans le trad, là. Puis après ça, nous autres, on est pris en trio, puis après ça, on a embarqué deux autres musiciens. Puis, on a chacun nos avenues. Comme André, lui, il y avait plus de musiciens dans sa famille. C'était tous des musiciens classiques. Okay. Puis son père était directeur de cégep à l'époque. Puis, mais on voulait... On était fait pour. Tu sais, ça a toujours été ça aussi. Tu sais, les musiciens, on fait de la musique, on fait toute la même musique, on fait tout le même métier. Mais moi, ça, j'ai toujours trouvé ça, c'est que, d'après mon expérience, on fait tout le même métier, mais il n'y en a pas un qui le fait pour les mêmes raisons. Et ça, c'est puis de la même manière. Tu dis c'est très personnel? Ouais. Tu sais, pour moi, faire la musique, ça a développé plein de sens, ça a développé plein de conscience aussi. Sur c'est quoi faire de la musique, c'est quoi faire de la scène, c'est quoi faire jouer devant du monde. C'est quoi le fait de... Moi, j'ai appris avec le temps que ce métier-là, c'est un métier rempli de responsabilités. Okay. Parce que j'ai découvert aussi, moi, avec le temps, puis ça a été long à me faire, c'est que j'étais un gars charismatique, moi. Moi, j'étais une bebite. Okay. C'est vrai. Okay. Tu me vois arriver, tu sais, puis, tu sais, là... Puis ça, on appelle ça du charisme, puis ça a été long avant que je l'acquière. Moi, j'ai eu plein de... T'étais plus réservé? Non, il a fallu que je vienne ma timidité, il a fallu que je vienne ma confiance. La confiance, c'est la règle, c'est le fer de lance de quelque chose. C'est de fois, ouais, confiance. Puis moi, j'étais pas trop grillé là-dedans. Fait que j'ai eu beaucoup de dépression. Moi, j'ai eu beaucoup de malaise. Des grands bouts, dans mes grands bouts, pas pour les mêmes raisons. Mais à cause que j'étais bisouneux, moi, tu sais. Mais, plus, comme au début des années 80, après la vague nationaliste, là, c'était la chasse aux sorcières. Tu sais, avant 80, avant le référendum, tout le monde avait une petite turlute, tout le monde jouait de la cuillère. Okay. Dans les prisons de Londres de Louise Forestier, dans les prisons de Londres, blanc. Tout le monde dansait, c'était la naïveté aussi, c'était la... Puis après ça, quand le clash du référendum qui n'a pas rentré, après ça, ça a été FFI, NNI. Ah ouais. Il n'y avait plus de traditionnel. Puis là, il y avait les journalistes, principalement, il y en a un, je ne me souviens plus de son nom, c'est la presse, qui disait, j'avais été faire la promotion pour le deuxième disque, Les Épousailles, puis il dit... Il avait commencé son papier. La musique traditionnelle ne vaut pas cher la livre. Oh, ouais. Et on peut trouver bien meilleur que la bottine, comme Breton C. Puis il m'avait planté. Puis j'étais un petit cul. Moi, je commençais, tu sais. Puis là, après ça, ça a été un gros crash de même auteurs-compositeurs francophones au Québec, là, des Richard Descartes, non, Richard Descartes n'était pas là dans ce temps-là, mais Richard Séguin, puis... Fait que ça vous a affecté le nom du référendum? Ça a eu un effet sur la culture québécoise, ben oui. OK, parce que tout le monde, ça leur a fait tellement mal qu'ils voulaient plus en entendre parler. Là, c'est que c'était le backwash, c'était le retour au... c'était un peu l'époque... une génération, c'était l'époque BMW. Les jeunes, c'est là que ça a commencé à avoir... l'époque Fortrell, l'époque disco, l'époque américaine, musique américaine. L'influence américaine. L'influence américaine était beaucoup plus forte au début des années 80 que pendant... On avait beaucoup d'influence au Québec américaine, même dans le temps des group rock, tous les group rock des années 60, 70. Mais on ne voyait pas de la même manière. C'était plus la contre-culture à cette époque-là. Tandis que rendu au début des années 80, c'était plus social, là, quelque part.
C'est là qu'on a commencé à s'exporter, moi. Là, en 82, on a fait 2 festivals à Winnipeg puis à Vancouver. Ah, OK. Mais avant que, maintenant, on passe avec tout ça, c'est que comment que vous vous êtes formé? Tu sais, comment que vous avez fait? Hey, nous autres, on se décide de se faire un band, puis on y va, let's go. Là, des chums. Comment ça s'est concrétisé, tout ça? Ça a été à force de boire de la bière, puis se dire qu'on devrait faire de quoi. C'est vrai. On aimait ça, on était passionnés, puis il y avait une boîte à Saint-Jean-de-Mata qui s'appelait La Montagne Coupée. Puis c'est là que j'ai eu, c'était une boîte à chansons. C'est là que j'ai vu performer Félix live. Félix Leclerc. Félix Leclerc. Clémence Desrochers qui faisait encore des boîtes à chansons. Puis on était pas facile. On était. Puis là, elle s'était fâchée. Elle dit. Elle nous disait fermez vos gueules! J'ai vu Raymond Lévesque. Pas du mauvais monde, on a juste. On n'était pas du monde. On était fous comme la mouche, la menthe. Et puis, ça a beaucoup influencé le milieu à faire de la musique. Pourquoi la bottine souriante? Pourquoi ce nom-là? Non, ça, la bottine, c'était un nom il y avait déjà, que ce soit les cravates fuyantes ou un nom rigolo, là. Ah, OK. Qu'on a essayé d'articuler par après, là. Tu sais, qu'à un moment donné, on disait... Ça fasse pas trop sérieux. La bottine... C'est le terroir, la bottine, c'est le swing, le plaisir, la danse. Et le sourire, c'est l'esprit. On tombait dans des concepts. Donc, ça fait déjà longtemps, plus trop là. Mais c'était des chums qui voulaient... On avait décidé de faire ça. Tu comprends? Okay. Dédé, il continue encore. Dédé, André Marchand, encore parlé cette semaine. Puis il continue. Il était dans un groupe, un trio pendant 8 ans, là, qui vient de lâcher. Fait que... puis Mario, il est rendu bien vieux à cette heure, puis il reste encore à Beauport, mais très diminué. Ça, c'est quelque chose pour vieillir, mon homme. Okay. Tu sais pas ce que c'est. Toi, t'étais un homme. Moi, je commence à le voir. Ouais. Et c'était Caillouche qui est mort hier. Ben oui. Puis Robert Legault. T'as-tu fait des shows avec Caillouche? Non, je l'ai pas connu, pas l'ai jamais rencontré, Caillouche. Mais on m'en a parlé beaucoup. Ouais. Moi, j'ai joué beaucoup au Nouveau-Brunswick aussi, puis c'était vraiment... c'est un monument. C'est un monument. Ouais. Du Nouveau-Brunswick. Ouais. Non, ça, c'est sûr que c'est... Fait que... Puis Robert Legault, qui était un très, très, très bon joueur d'harmonica traditionnel, qui a eu un parcours, puis il est mort hier aussi, puis je le connaissais bien, lui. Puis ça fait de la peine à bien du monde du milieu, parce que il a fait un retour, lui. Il a été longtemps sans... Puis à un moment donné, David Brunet, qui est un petit jeune, là, qui a un esprit au niveau de la tradition, là, l'interpréter la musique traditionnelle, très personnelle, puis un vrai passionné qui était son grand chum. C'est grâce à lui que Robert Legault était revenu dans le milieu. Il a fait un disque qui s'appelait les mercenaires du folklore. C'est un rock, le gars, tu sais. Puis il est mort hier, gars. Fait que ça, c'est... C'est un dur coup. Ben, tu sais, c'est que... La mort, il n'y a rien de plus normal, là. Mais il faut réfléchir. Rester, c'est pour ça qu'il faut en profiter. Ben oui. Moi, j'en profite. T'en profites dans ton jardin. Dans mon jardin, quand je travaille pas, mais en même temps, je travaille mes projets. Moi, ben j'ai trois... Ben, j'ai un quatuor, j'ai un octuor. Tu sais, c'est quoi un octuor? 8. 8. Ouais. Avec basson, clarinette basse, flûte traversière, un Brésilien qui fait des percussions brésiliennes, puis qui joue flûte traversière, puis saxophone sopranino. C'est tout petit. Puis clavier, piano, puis mes 3 autres contrebasses, guitare, violon, tous des musiciens extraordinaires. Ça, c'est avec le band que tu te promènes en ce moment? Mais là, je suis en train de booker ça. J'en ai fait 2 l'année passée. Le Fête de la musique à Mont-Tremblant, puis l'Agora à Québec. Avec ma formation, c'était mes premiers. Puis là, je commence à la fête de Chantevielle. Puis après ça, je m'en vais au festif de Baie-Saint-Paul avec mon Ben à 8.
C'est fun, ça. Puis j'ai fait une répétition, pas ce fin de semaine-ci, l'autre fin de semaine d'avant. Puis ça fait longtemps que je les avais pas vus. J'ai trippé en tabarnouche. C'est bon. C'est complètement différent. Ça nous amène ailleurs. Mais encore dans le traditionnel? Toujours. Moi, je gardes tes racines, subis, mais j'ai changé. Mais tu te modernises. Si on peut appeler ça de la modernisation, mais moi, j'appelle plus ça c'est plus dans le style de... C'est une démarche. Mm-hmm. Puis là, comme là, moi, je me suis aperçu, ça faisait 50 ans que je faisais du rural, de la chanson à répondre de campagne. Puis à un moment donné, si la réserve, tu sais, pour essayer d'être original, puis tout ça, là, à un moment donné, là, c'est un défi de trouver de quoi faire des albums. Moi, j'en ai fait des albums aux 3 ans, à peu près. Ben ouais, depuis 50 ans. T'es rempli d'albums. J'en ai fait des albums, oui. Mais là, j'avais plus... Puis, depuis 2 ans, je travaille sur un concept bien intéressant. Sur un courant de la chanson que je connaissais pas, moi, de cette manière-là. Ça s'appelle la chanson réaliste. Un courant qui est parti en France, mais qu'on a eu vraiment des répercussions au Québec dans ces années-là. Tu sais, la Bolduc, tu connais la Bolduc? Oui, la Bolduc. Mais la Bolduc faisait partie de ce mouvement-là de la chanson réaliste. 30, 31, des années 30, tu sais, puis c'est vrai que elle racontait le quotidien et tout ça. C'était vraiment la chanson réaliste. Et ce mouvement-là est venu au Québec par des interprètes professionnels. Ça veut dire que ce que j'ai, c'était toutes des tunes enregistrées à l'époque par Columbia Records dans l'État de New York ou à New York. Puis il y avait un producteur qui s'appelait Baudry. C'est lui qui a fait enregistrer tout ce monde-là. Puis Oscar Pellerin, j'en fais une chanson aussi d'Oscar Pellerin, c'est mon dernier album qui s'appelle Romance Paradis. Et puis Oscar, lui, il chantait dans le temps, c'est avec un cornet puis des brasses au Parc Summer. Le Parc Summer, c'était le parc qu'il y avait avant le pont Jacques-Cartier. C'était l'endroit où les Montréalais se rencontraient, c'était au Parc Summer, sur le bord du fleuve. OK. Puis lui, il a fait pas mal de chansons enregistrées, puis... Fait que moi, je suis tombé là-dedans. Puis j'aime ça. Mais je vais aussi du côté français. Puis moi, ce qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est monter des concepts précis, mais qui fait partie aussi de ma démarche en tant que tradition. C'est de la tradition pour moi, ça. Tu sais, ça fait partie du patrimoine, ça fait partie... Fait que c'est pas une cassure, mais la chanson, tu sais... le petit porte-clés, tu sais, zigazon, zinzon. J'en ai tellement fait de ce style-là que j'avais plus d'idées. Fait que là, je suis tombé dans une autre branche qui me ramène un peu, en tout cas, des professionnels du temps. Moi, je suis vraiment un professionnel aussi. Ça fait 50 ans que je fais de la scène, tu sais. Fait que ça m'arrive au bon moment parce que moi, je m'estime un interprète. J'ai fait quelques chansons écrites. Mais fondamentalement, moi, je suis un interprète, mais un interprète qui interprète, comme faut, qui sent les affaires puis qui digère. Tu sais, moi, je digère tout, puis à un moment donné, ça sort. Et puis, voilà un peu ce virage-là que je fais, mais qui m'emmène des tounes, là. Pouf! Assez pété. Ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient, ça? Là, ce qui s'en vient là pour les 2 prochaines années, ça s'appelle de la bottine à aujourd'hui. Yves Lambert, ça veut dire que je fais un parcours de mes 50 ans de carrière. Fait que, mais je vais mettre beaucoup de bottines parce que le monde aime ça. Puis là, surtout avec mon Ben à 8, aussi, on les a toutes refaites. Toutes refaites. À votre sauce? À notre sauce. Ouais. Et il y a une chanson qui s'appelle Le Lacron, là. Une chanson, la chanson la plus identitaire que j'ai jamais faite, qui raconte une histoire d'un village aussi dans les Laurentides. Tout le caractère québécois de nos aïeux, là, mais est bonne. Est bonne. Puis est belle. Chanson, parce que le sens, c'est important aussi. Moi, le sens des choses, faut que ça parle, faut que ça me parle. Puis l'importance du propos.
t'sais. Même si des fois, moi, je fais la poule à Colin, la poule à Colin. Tu n'entends pas mon lent. Mais moi, la poule à Colin, c'est le problème qu'on a eu avec les curés au niveau de la chasteté depuis qu'ils sont arrivés. C'est avec Monseigneur Bourgette en 1800. Tous les problèmes de moraux qu'on a eu avec les curés. La poule à Colin, elle peut paraître, mais c'est ça. L'ingérence qu'il y avait de la religion dans le Non, gouvernement. l'ingérence, mais le côté le côté pervers. Ouais, c'est ça, OK. C'est ça que ça représente, c'est le côté pervers. Le curé, il a mis ses mains, ça lui a brûlé les mains, il a pas pu dire sa messe. Là. Tu sais, là, c'est... Pour moi, ça veut dire ça, fait que ça fait que je la chante encore. Tu sais, je la chante encore, parce que... Mais le monde ne le savent pas, ils ne réalisent pas ça, mais moi, il faut que je chante que ça vaut de quoi, tu sais, c'est que faut que ça... Fait qu'un coup que je le sais, le monde n'a pas besoin de le savoir. Moi, je le sais, fait que ça me donne du guts pour le chanter. Puis j'aime faire plaisir au monde. Puis ça, j'ai appris ça avec mon métier. Le respect du public. Ça, c'est cliché de le dire. T'sais. Tous les artistes essayent de dire ça. La poune, celle qui le disait le mieux, j'aime mon public et mon public m'aime. Mais moi, je l'ai appris. J'avais pas la même conscience du public que maintenant. Quelqu'un qui vient te payer pour te voir, là, puis qui vient, toi, t'es sur la scène, puis t'essaies de faire le... Mais c'est ça. Surtout quand ça fait 50 ans que tu fais ce métier-là. Faut que... c'est beau avoir un succès, mais faut de le garder, c'est ça. C'est pas pire. Puis que le monde vienne te voir, puis qu'il continue. C'est pas pire, ça, tu sais. Puis j'ai une tournée de 40 shows par année, moi. Essaye de trouver un artiste qui fait ça. Tu sais, on a besoin de sortir un album, tu tournes un an et demi, 2 ans, puis t'attends 3 ans avant de ressortir. Moi, j'ai de l'ouvrage à l'année. Malgré que... Tu dois être occupé dans le temps des fêtes. Dans le temps des fêtes, là, j'ai encore 20 shows qui s'en viennent, puis je suis presque booké 2025. Mais moi, j'aime ça. Ça me dérange pas. Moi, on me disait, il faut le classer 5 mois dans le temps des fêtes. C'est plus ça. Il y a plein de jeunes qui en font aussi. Il y a des danses partout. C'est plus ça. Je l'ai défendu toute ma vie, moi. Puis là, je le défends plus de la même manière parce que avec les réseaux sociaux puis tout ça, puis ça pogne dans la musique, dans n'importe quoi, on s'est structuré face à ça, puis ça a enlevé du pouvoir aux journalistes. Puis ce qui est pas mauvais. Tu comprends? Non, tu me perds. Non, mais le fait d'être autonome dans la mise en marché, comment tu vois ça? Tu parles des nouvelles technologies. Oui. Mais ça l'a quand même, vu que quelqu'un qui sait s'en servir, quelqu'un qui veut, un artiste qui agit avec stratégie, c'est plus rien qu'être artiste, là. Tu sais? Fait que tu peux t'organiser. Avant, là, si t'avais pas un bon papier dans la presse ou dans le Journal de Montréal ou dans... On était beaucoup plus dépendant des journalistes culturels que maintenant. Des critiques culturelles. Maintenant, ça a plus ou moins d'importance parce qu'ils font partie en même titre que n'importe quel citoyen qui s'exprime sur... Et ça nous a permis de nous structurer autrement et de développer des concepts. Là. Tu sais, ça, c'est avec le temps qu'on l'a découvert. Puis vu on était les premiers à subir le piratage, où ce que la musique ne vaut plus rien maintenant. On n'a plus rien. Ouais, c'est c'est le contrebalancier. Oui, mais nous autres, ça fait longtemps qu'on l'a vécu. Là. Ça fait déjà 20 ans qu'à peu près qu'on le sait. Et puis, on s'en est sorti quelque part. Là. Le show est plus payant, puis on essaye, mais c'est toujours un peu... C'est très aléatoire et il y a de la chance, il y a du travail. Mais une chose est sûre, c'est que pour être un artiste, il faut être organisé. Puis, même pour finir ce que je disais au niveau de mes 50 ans, c'est plus rien qu'un acte de... C'est pas l'ego. On a une bonne ego. Mais je fais plus le métier pour l'ego. Ah ouais, t'as-tu été face au mur avec ça? En 50 ans, mon ami, avec la bottine, puis on allait jouer en Angleterre, puis tout ça, puis... Tu sais, à un moment donné, c'est de l'apprentissage. La vie, c'est de l'apprentissage. De toute façon, dans n'importe quoi. Mais si t'es
si t'es capable de te remettre en question, c'est ça, le trip, c'est d'être capable de te remettre en question. Puis là-dedans, moi, j'étais pas pire. Je me suis mis en question. Ça a-tu pris du temps avant que ça t'arrive? Ça va. Ah ouais? Ah! Ça fait pas si longtemps que ça. Moi, à un moment donné, j'ai décidé là, d'enlever toute l'amertume, là, puis tous les conflits que j'ai eus, là, parce que... Puis là, à un moment donné, je me suis libéré de tout ça, au moins. Mais ça a été long. Oh, ça a été long, parce que... C'est quoi qui avait causé ça? C'était des conflits. Des conflits, puis de mentalité. C'était des conflits de mentalité, de façon de voir les choses, puis c'était tous des collectifs. Des chefs, pas beaucoup d'Indiens. Moi, je me suis tanné de ça, au moins. Moi, des collectifs, pas de direction, ça, là, je suis plus capable. Ah, fait que tout le monde tirait à couverte de son bord. Oui, puis tout le monde, puis on n'avait pas beaucoup d'expérience non plus, puis il y avait des aberrances là-dedans, puis de la prétention, puis il y avait tu sais, fait que moi, j'ai vécu beaucoup ça dans ma carrière, et c'est une des raisons pour laquelle, maintenant, c'est mon nom. Puis ça a été long avant d'avoir mon nom. Quand j'ai laissé la bottine, moi, je me suis aperçu que j'avais pas de nom. Monsieur Bottine. Puis au début, j'avais fait un album en même temps que la bottine, Les vacances de Monsieur Lambert. Là, c'était Monsieur Lambert. C'était pas Yves Lambert. Après ça, c'était le Bébert Orchestra. Bébert Orchestra, c'était mon surnom. C'était pas Yves Lambert. Après ça, il y a eu Récidive avec le Bébert. Ah, fait que la transition de la bottine souriante ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans que j'ai lâché la bottine. Moi. Ça a été difficile. Ah oui, il a fallu que je me refasse. Au niveau musical, au niveau du nom. Fait que... Mais je l'ai fait. Fait qu'il y a eu plusieurs émotions là, de qu'est-ce que je comprends. Là, parce que rapidement, on a passé plusieurs sujets. Ouais, je sais, mais de la gueule. Non, c'est correct, c'est pour ça que t'es là. Mais il y a eu plein d'émotions, tu sais, de justement, de chicane dans le groupe, tu sais, tout le monde se tire la couverte. Là, après ça, c'est de passer en solo. Fait que là, faut que tu acceptes que la transition puis la séparation entre les deux est difficile. Puis là, t'as l'ego qui embarque là-dedans. Fait que c'est un peu de ça. Ouais. Non, le combat, il se fait là. Puis après ça, il a fallu que t'apprennes puis que t'acceptes que tu respectes le public puis qu'ils viennent pour te voir. Ça, c'est venu avec le temps. Ouais, c'est ça. Avec la pratique. Mais c'est ça que tu sais, un résumé de ce que tu viens de dire. Mais tu sais, tu sais pas tout ce que tu fais. Tu sais, moi, j'ai toujours dans mon ce qui est important, c'est le processus. Le résultat reste toujours un peu aléatoire. Tu sais pas ce que ça va donner. Mais le processus, c'est qu'à un moment donné, quand tu te bâtis en fonction des autres, parce que moi, là, comme là, je suis tout seul, Yves Lambert, c'est mon nom, mais je joue avec Robin Bouliane, Paul Audi, Mathieu. C'est un band. Là. C'est un band, puis les gars, ils sont pas avares non plus. Mais le leadership est assumé par moi. Tu sais. Mais la façon de faire est très, très libre. Puis moi, quand je joue avec des musiciens, je veux avoir leur création, je veux avoir quelque chose qu'ils vont aimer. Tu veux leur participation. Leur participation, autant dans le choix du répertoire, comme le dernier, qui est un répertoire très particulier, très... Ça les a motivés de voir que j'étais ailleurs. Fait que, tu sais, faut les encourager parce que, tu sais, c'est toujours d'emmener ça pour que ce soit intéressant. Puis, mais moi, ça, j'ai beaucoup travaillé le sens des choses. Fait que quand je chante quelque chose, je le sais pourquoi que je le chante, puis ça veut dire de quoi. Puis ça, je l'assume, puis tout ça. Mais créer un climat de travail intéressant et de voir que ça l'avance, puis l'idée se concrétise. C'est pas en criant ciseaux que l'idée... C'est le temps. Le temps est un allié, mon ami, là. Le temps, ça, c'est notre meilleur allié. Mais puis on est pressé. On veut tout que ça soit tout de suite. L'époque amène à une espèce de rapidité de tout. Mais moi, le temps, c'est un élément qui est, pour moi, qui a toujours été essentiel parce que le vrai sort avec le temps. Le vrai est là. L'expérience. L'expérience.
tu sais. L'essai-erreur. Essai-erreur, se permettre d'aller ailleurs, se permettre d'innover ou de quelque chose une présentation originale. Tu sais, c'est tout ça, là. Le côté artistique des choses. Mm-hmm. Puis ça a été ma manière de fonctionner. Puis en fin de compte, je m'aperçois que j'ai été où ce que je pouvais être bien. Mm-hmm. Puis maintenant, je suis bien. Ben, je suis content de l'entendre. Ouais, tu sais, ça a été longtemps, là, une recherche existentielle, tu sais, mais ça, tu sais, l'existentialisme, là, moi, elle sait c'est quoi. Si on en revient au début de ta carrière avec La Bottine, parce que le premier album, ça a vraiment vendu, ça. Là. Il y a eu une 50 000 albums de vendus à travers le Canada. On a vendu à peu près 500, 600 000 albums, nous autres, à peu près, en tout. Dans la carrière, c'est ça. Dans la carrière. La Bottine, là. Moi, c'est une autre affaire. Moi, je suis arrivé où les albums ne se vendaient plus. Fait que c'est un autre ordre de valeur. Mm-hmm. Mais il y a eu un album, tout comme au Haut-de-Land, on a vendu 150 000 à peu près. Mais le premier, c'est ça. Le premier, mais nous autres, le premier, on l'avait fait avec Tamanoir, une compagnie de disques qui nous a fourrés. Fait que... Ah non! Ouais, mais ça... Mais si tu veux expliquer ça, c'était quoi? Oh, ben là, c'était... c'était l'époque, hein. Puis, tu sais, le deuxième, on s'est encore plus fait fourrer avec les épousailles, c'est Gamma. Ça appartenait aux frères Lazare, deux frères. Que si tu rouvrais tu peux y voir dans l'album de Robert Charlebois, Fu Manchu. Il y a une grande photo de famille à l'intérieur, puis tu vois qu'un corps à deux têtes, puis c'est eux autres. Parce qu'il avait fourré aussi Charlebois. Puis c'est lui qui avait fourré aussi, c'est eux autres qui avaient fourré aussi Éric Lapointe. Tu sais, la grosse patente qui est arrivée à Éric Lapointe de ses... Je pense que je lui ai parlé il y a 2-3 semaines. Puis il est en train de refaire l'album qui s'était fait fourrer. Le remasteriser. Pas masteriser, le refaire. Le refaire. Mais pour l'avoir, tu sais, mais ça okay. C'est fréquent, ça. Tout le monde s'en fait fourrer. À vos époques, c'était ça aussi, là, tu sais, parce que c'est pas la première fois que je l'entends. Non, même les colocs aussi, ça les colocs, ça a été la même affaire. Ouais. Mais si tu veux, ça te dérange de parler, c'était quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça rentrait dans les détails, mais... Non, mais il y a bien de changements. Le premier disque, ça s'est perdu dans les affaires. Là. À un moment donné, on l'a racheté, je pense. On l'aurait eu. De toute façon, moi, je les ai toutes perdues. Quand je laissais la bottine, j'ai toutes laissé. Moi, il n'y a plus rien à moi. Fait que... t'as vendu tes parts? Non, je les ai perdues. Ça veut dire quoi, la pire décision que j'ai prise dans ma vie, au niveau des affaires, c'est quand j'ai laissé la bottine. Là, je te fais des confidences, là. C'est d'avoir lâché la présidence de la compagnie. Mais j'étais trop malade. J'en pouvais plus. T'es en dépression? En dépression. Ouais. Puis ça a parti, fait que là, moi, je suis même plus propriétaire de rien. De toute l'époque bottine. Fait que... Mais le deuxième disque, là, je me rappelle plus, c'est qu'à un moment donné, on avait eu un producteur qui nous avait... qui finançait dans le studio. Puis c'est en studio qu'on a su que le producteur s'était poussé en Afrique, là, en tout cas. Puis là, on se retrouvait avec un album, aussi, puis on avait pas... Nous autres, on se voyait pas producteur, tu sais. On était pauvres, aussi, tu sais. Puis en fin de compte, on avait été voir Gamma, puis avec le frère d'un des musiciens qui disait « Hey, il cause son français, il doit avoir de l'argent. » Et si, boy. Puis là, il nous a... C'est la fois dans ma vie où ce que j'ai signé pour l'éternité dans l'univers. Ça veut dire quoi, ça? Là, ça veut dire que j'ai signé pour l'éternité dans l'univers entier. Fait que genre, tout ce que tu fais, ça appartient à quelqu'un Ce disque-là, okay. on l'a jamais eu. On s'était fait fourrer, là. Sacrément. Non, mais c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi, vous aviez pas conscience de ce que vous faisiez à ce temps-là? Ça impliquait quoi? Moi, tu sais, écoute, quand t'es jeune, là, pis t'es fou, là, pis t'es à go, pis
Nous autres, c'était juste plus avoir la musique, la musique. Avoir du fun. Avoir du fun. Tu veux faire, tu sais, on apprend. C'est ça, l'apprentissage, ça commence de bonne heure, puis ça finit vraiment. Ça, c'est vrai. Fait que là, il arrive le 3e album. Là, le 3e, on était un peu plus... c'était Boulot Noir, je pense. C'était-tu Boulot Noir ou... Bon, c'était notre premier album. Non, c'était Chic and Swell, je pense, le 3e. Non, le 3e, c'est Chic and Swell. Ben oui, c'est Chic and Swell. Oui. Fait que mais là, je pense qu'on avait appris un peu. Puis on a parti d'une compagnie qui s'appelait Mille Pattes. Ah, OK, c'était à vous autres, ça, Mille Pattes. Ouais, c'était nous autres. OK. C'était la bottine, là, puis nous autres. Ouais. Puis... Mais moi, j'ai investi ma blonde aussi, qui était gérante pendant longtemps. Mais là, ça, c'était mieux, j'imagine, vu que c'était... Bon, ça allait, on a commencé, là, puis là, c'est là, Chic and Swell, c'est là qu'on partait dans nos grosses tournées américaines. On partait 10 semaines, c'est à la côte ouest. Là, on se louait un truck à Los Angeles. Là, vous avez pu faire de l'argent. Puis on partait avec des grosses boîtes de micro-sillons de 33 tours. Là, puis on achetait une caisse de vin dans les vineries de Napa, Sonoma, Valley, en Californie. Puis on connaissait du monde, puis ils nous recevaient, puis on partait, puis on faisait des books. On se rendait, là, Washington, Oregon, BC, tu revenais par Chilliwack, après ça tu revenais Idaho, Montana, Utah, des crises de 10 000 milles. Des tournées qui finissent plus. Des grosses tournées, puis on revenait avec 200-300 piastres dans nos poches, mais on a eu du fun en maudit. Comment ça? C'est quoi, vous dépensiez tout? Ben non, mais les cachets étaient pas gros. Moi, j'ai encore des cachets, des petits cahiers des notes? Des notes, là, de, tu sais, 50 piastres, 75 piastres. Tu sais, mais on apprenait. Ah, OK, vous saviez pas c'était quoi les cachets dans ce temps-là? Non, mais il n'y en avait pas c'était les cachets de clubs, de salles de spectacle. Ah, OK. C'était pas des gros festivals. Là, non, c'était pas des gros festivals. Il y en avait quelques gros des fois. OK. Mais ça reste que c'est un métier qui était difficile. Ben, tu sais, monétairement, il y a eu de la survie là-dedans, là, beaucoup, là, puis tout ça. Mais on faisait pas ça pour ça. Puis moi, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai hérité de ma mère d'une chose. Ben, de plusieurs choses, mais une chose que je suis bien, bien content. J'ai trouvé justement, quand là, je suis dans mes impôts, puis dans un papier, j'ai trouvé un vieux chèque de ma mère, ma défunte mère, qu'elle m'avait fait, que j'avais jamais passé, un chèque de 200 pièces. Mais ma mère, elle aimait pas l'argent. Elle avait pas de sentiments. Tu comprends? Oui. Puis ça, je l'ai hérité, moi. Moi, je m'en calisse. Tu comprends? Ben, au moins, t'es pas assez merci à l'argent, là, tu sais. C'est pas l'argent qui me mène. Ouais. Moi, l'argent, c'est pour faire vivre ma gang. Mm-hmm. Philippe, qui est mon gérant, qui demeure à Santiago, qui a 2 jeunes enfants, puis qui travaille avec moi, puis c'est un gérant extraordinaire à part de ça. Il est bon, puis il a appris de sa mère, que sa mère, c'était la gérante de la bottine, tu sais. Fait que, puis j'ai un endroit où je demeure qui demande de l'investissement un peu, tu sais, parce que 9 arpents de terre, tu sais, puis des gros arbres, puis des cabanes partout, un village, moi, de vieilles cabanes sur le bord de la rivière, puis tout ça. Fait que moi, pourvu que j'aie mes affaires, moi, le restant, moi, j'arrive, moi, je suis le genre de gars qui donne son chèque. Puis c'est parfait. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème parce que j'ai pas le sentiment d'en manquer. Puis ça aussi, je l'ai réglé, ça. Parce que moi, je suis un fils d'ouvrier. Mon père, il est mort pauvre comme la gale, puis frustré de l'être. Ah. Parce que ça t'a marqué, ça? Parce que c'est un gars talentueux comme ben des fils d'ouvriers du Québec à l'époque. C'est un gars talentueux, mais il avait peur. Il avait peur d'être boss. Fait qu'il s'est fait fourrer. C'était un foreman d'un shop de couture. Des fois, il gérait 150 femmes. C'était brrr, brrr, bip, brrr. Puis tout le monde, toutes les femmes avaient des radios transistors, puis il n'y en a pas une qui écoutait le même poste. Fait que t'avais une maudite cacophonie ici dans le shop. J'allais le chercher, moi, après l'école. Puis il a été vendeur de chaussures aussi, puis c'était un vendeur de chaussures. Dans le temps, c'était beaucoup plus développé, la chaussure, puis c'était un vrai vendeur de chaussures, élégant, poli.
puis les femmes l'aimaient. Mais il est mort pauvre. Puis c'est encore là, c'est Ça t'a marqué, ça? Ça, puis encore là, je dis, ce qu'il y a de plus précieux que mon père m'a laissé à sa mort, c'est sa pauvreté. Pas un fils à papa, moi. Je l'ai faite, ma chance. Pas tout seul, j'ai été aidé, mais tu sais, c'est toutes des valeurs importantes, ça, dans le fait de... Qui a façonné ta personnalité. Ouais, mais aussi qui m'a amené une vision... qui est exact. C'est le sentiment, ça, puis c'est de l'analyse de tout ça. C'est ce qu'on en retient qui est important. Mais d'être capable de retenir aussi. D'être capable de... Tu sais, comme là, je suis capable de te parler, tu me poses quasiment pas de questions, mais je suis capable de l'emmener, mon cheminement, moi, par rapport à des valeurs comme ça. Là, tu comprends? Oui. Fait que là, t'es en tournée aux États-Unis, puis c'était comment, ça? C'était quel souvenir t'en tires? Ah, ben là, c'était... Ça doit être le gros party, là, de qu'est-ce que je comprends? Ça a été... gros party, pas tout le temps, là, mais... tu sais, j'ai fait une semaine... ma dernière grosse tournée, 9 semaines. J'ai fait une semaine à l'Exposition universelle de New Orleans. Dans le pavillon Cajun, on restait au YMCA de New Orleans. Les coquerelles, ils montaient ces murs. Après ça, on s'est retrouvé au festival Cajun en septembre. Vraiment le Cajun Festival. Où ce que là, ça joue, là, pis c'est rock, là, la musique Cajun. Tu sais, ça groove en tabarnouche. Puis là, tout le monde se danse avec des foulards là, d'en face. Puis ça fait relever la poussière. Ça danse, puis ça boit de la bode. Puis la poussière monte, puis là, tu vois plus personne, puis tout le monde va dans la poussière. Ah, c'est fou, ça. Je me demande... OK, excuse-moi. Puis après ça, si nous autres est arrivés, puis à l'époque, c'était notre band était plutôt un peu boiteux au niveau rythmique. C'était pas fort, tu sais, puis si on les a pas... La poussière a pas levé, mais on les a hypnotisés. Ah ouais? C'était ça. Ben c'est ça, je me demande comment que c'était reçu. Parce que vous aviez rien changé, là, j'imagine. À cette époque-là, c'était quand même de la musique traditionnelle québécoise. Ouais. Fait comment que c'était reçu, ça, pour du monde qui comprend absolument rien? Hein? Ben, ils sont aperçus d'un début, c'est nous autres qui ont ouvert la trail. La seule, il y a Vent du Nord, là, de temps en temps. Il y a plein de groupes qui vont aux États, mais nous autres, on était les premiers à y aller. On a ouvert la trail, tu sais. Mm-hmm. Puis ils sont aperçus qu'il y avait une connexion musique celtique au Québec. Parce que c'est un celtique, la musique traditionnelle québécoise. La chanson, c'est d'autres choses, c'est plus français, mais la musique est très celtique. À cause de la radio des années 30, puis à cause de... Ça a influencé beaucoup les joies traditionnelles. OK. C'est là la connexion, hein? Fait que là, ils se sont aperçus que... Tu sais, il y a bien plus d'Irlandais puis d'origine irlandaise aux États qu'il y en a en Irlande. Tu sais, l'Irlande, tu sais, le Kennedy, c'est un Irlandais, tu sais, puis les Irlandais catholiques aux États, il y a beaucoup, c'est un grosse population, là. Fait que là, ils sont aperçus que les French, les Québécois francophones jouaient un genre de musique, qui a changé, on a apporté le tapage de pied, mettons. Ouais, les cuillères. Les cuillères, ça, c'est plus universel. OK. Moi, j'ai déjà vu des bennes roumains, des bennes... Ça, la cuillère, c'est un instrument de pauvre, puis il y en a toujours eu partout. Tu comprends? C'est un instrument de percussion, la cuillère. Fait qu'il n'y a pas au Québec. Le rack à linge. Tu sais, le washboard, ça vient des fils d'esclaves américains. OK. Ça, c'était des jog bands, tu sais, avec les grosses cruches de whisky, là. Ils faisaient de la musique avec ça. Ouais. Avec une... Ça fait comme un tuba, genre. Un peu. Ouais, puis avec une cuve. Okay. Une cuve avec une corde. Ouais. Qui fait la bass. Le washboard. On a un disque de ça, moi. Washboard, puis souvent musique à bouche. OK. Puis banjo.
Puis le poisson, tu sais, là, le... Le poisson? Ouais, c'est comme un genre de poisson avec des... C'est comme un dos de poisson avec un ring. Ah, mais ça, c'est sud-américain, ça. OK. Ah oui, comme une râpe à savon, une râpe à fromage. Un peu, ouais. Ah oui, ça c'est... ça peut être cubain. C'est plus dans la musique sud-américaine, ça. OK. Fait que, ben c'est ça, tu étais en train de dire que c'était vous autres qui avez tracé un peu la trace aux États-Unis, puis c'était bien reçu. Non, c'était très bien. Puis aussi, là, ce qui a influencé aussi, c'est notre manière de faire aussi. On était du monde qui avait des personnalités particulières. Puis encore ça, c'est pour ça que, tu sais, c'est musical, mais c'est aussi les personnalités qui font. Nous autres, on était des clowns, des amuseurs, Moi, je trouve ça de même, moi. Moi, je suis un amuseur. C'est là-dedans que tu as travaillé ton charisme puis ta timidité. Moi, c'est ça. Moi, c'est plus... Il y a quelque chose de particulier dans ma manière d'aborder ça. Je ne pourrais pas te le définir à 100%, mais je sais que ça fait une différence. Le fait que, sans me vanter, là, puis sans tomber dans l'ego, là, mais je suis celui qui représente le plus... Tu sais, quelqu'un du folklore au Québec, je suis pas mal le premier sur la liste. C'est ça. Ouais, t'es une référence. C'est une référence. Ouais. Puis ça, c'est pas une par mon playing. Tu comprends? C'est par ta personnalité. Puis par ma vision de ça par rapport à l'ensemble de ce que représente mon métier. Puis ce que représente mon métier, c'est ben du stock. Il y a bien des façons de voir le métier, tu sais. Tu sais, tu comprends? C'est pas rien que faire de la musique, puis c'est ce que je reproche beaucoup aux institutions de musique. C'est que Chris, il leur montre seulement à faire de la musique. Il leur montre pas à être un artiste. Fait qu'il y a des fois, là, tu regardes les musiciens, là, au niveau de leur spécialité, c'est des musiciens extraordinaires. Mais au niveau des connaissances générales, c'est zéro, retient rien. Puis c'est pas qu'en musique, ça, c'est dans n'importe quoi. Je trouve que on a beaucoup axé dans l'éducation dans les 30 dernières années suite à la connexion avec l'industrie puis tout ça, c'est qu'on fait des spécialistes. On fait pas des généralistes. Tu sais, quelqu'un est bien bon dans sa spécialité, mais Chris, ça vaut rien dans le reste. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait des citoyens un peu handicapés intellectuellement. Même si c'est les meilleurs de leur discipline, tu leur parles d'autres choses, puis Chris, c'est le néant. Puis c'est vrai. Tandis que moi, j'ai développé beaucoup la compréhension des choses. Puis, tu t'intéresses à beaucoup d'affaires. Moi, je m'intéresse à tout. Fait que de qu'est-ce que je comprends, tu es en train de dire que ton charisme ou le charisme de l'artiste est un instrument en soi. C'est un autre instrument. Savoir faire ce métier-là. Fait que c'est là qu'il y avait une connexion avec du monde, même s'ils comprenaient rien de ce que tu disais. Ah non, ça. Mais ça, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis tanné aussi. Tanné de... Les États. Des États, OK. Je me suis tanné des États. Moi, je ne vais plus aux États. Je ne veux plus rien savoir. Moi, ils sont trop fous. Moi, où est-ce qu'ils sont rendus, les États, moi, ça ne m'intéresse plus. OK. Moi, je l'ai vécu bien avant, où est-ce qu'on sentait la montée de la droite, là, mais bien moins que maintenant. Là. J'ai plus le goût d'aller aux États. Ma dernière tournée, ça fait 5-6 ans, là. J'ai fait une tournée, là, Nebraska, Iowa. C'est quoi? Ça, c'est le gros Midwest. Puis on a arrêté dans un restaurant. Puis à un moment donné, il y a des motards qui sont arrivés. Puis les motards sont pas mal pro-Trump. Puis il y avait une vieille rockeuse de près de 84 ans. C'était une vieille rockeuse de... Puis là, elle est arrivée devant les motards. Puis là, ils ont pris des photos avec le casque de Trump. Puis une vieille... Oh, Colin, que avait l'air d'avoir la coin dure.
Puis là, je pars. Après ça, on revenait, on s'en allait vers le Rhode Island. Puis là, on passe dans nuit, dans la périphérie de Philadelphie. Là. Non, moi, ça te parle plus. Ça me parle plus pantoute. Puis je suis content parce que mon organisation, maintenant, peut me permettre de dire il va plus. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait du développement toute ma vie. Moi, j'en ai fait des shows de développement, puis des ci, puis des ça, puis en espérant que ça soit plus payant, pas en espérant de trouver une série de concerts, puis tout ça. Puis là... T'es content de plus avoir à faire ça? Je suis assez content. Puis, tu sais, les avions, je suis tanné. Je suis tanné des avions. Puis là, mon ce printemps, ma blonde, tu sais, là, j'ai vu toutes mes des gens de mon milieu, c'est que ils ont tous fait des tournées ce printemps, tu sais, puis il m'a pogné un petit bout de non-confiance, puis là, il dit, Chris, faut travailler, on va mourir. Mm-hmm. Puis là, si Françoise, elle me dit, t'arrêtes pas de dire que t'es tanné de jouer aux États. Fait que, arrête de le dire. Ça m'a fait réfléchir encore, mais je suis encore en même temps. Ça t'a ramené, puis sur terre. Ouais. Ben oui, parce qu'après ça, j'ai su que je suis correct, là, tu sais. Mais être capable de décider, c'est le fun. Mais tu sais, Grèce, aujourd'hui, à 77, tu sais, un moment donné, là... Mais là, c'est ça, tu sais, tu t'es tanné des États-Unis, mais t'as pas juste été aux États-Unis, tu t'es promené en Europe aussi. Ouais. Moi, il y a une place que je vais en cause, c'est en Espagne. J'ai un agent en Espagne, Marco. Puis, je te suppose y aller cet été. En fin de compte, on attend l'année prochaine. Je vais faire probablement l'année prochaine, là, avec mon Ben à 8. Je vais refaire le Ortiguera Festival en Galice, que j'ai fait 2 fois déjà. Puis que l'Espagne, je suis bien connu. Pas bien, là. Pas comme... mais je suis assez connu, là. Puis en Angleterre aussi. Mais même au début, tu sais, la première fois qu'il était en Europe, c'est en France, en 78. C'est ça. Puis ça, c'était comment? Ça, c'était ses premières tournées internationales. Première tournée internationale. Là, veux-tu vraiment savoir? Oui. Ça, c'était avec Gilles Quentin, c'était avec Pierre Laporte, Dédé, Mario puis moi. Ça, c'était vraiment le Ben du premier album. Puis, on avait été fous. C'était fou. Ouf. J'en avais profité. Ça va, on était jeunes, puis on pensait peut-être qu'on y tournerait jamais. Fait que... non, c'est ça aussi, tu sais. Puis on avait vraiment... Puis c'est là que moi et Mario, on était partis en Bretagne après le festival parce qu'on trouvait que c'était trop cool. Puis là, on avait resté à Rennes à faire la Manche. On avait un appartement d'une fille qui nous avait passé, qu'on avait rencontré dans les Alpes. Tabarnouche. Puis après ça, l'année d'après, on a refait une tournée Suisse, France. Puis c'est là que j'ai vu une scène assez fou qui détermine assez l'époque où on était. On était en show dans un festival Épalinges, ça s'appelait en Suisse. Puis Zachary Richard était invité à ce festival-là aussi. Mais Zachary était invité, puis il était venu avec son ben électrique. Puis ça, c'était à l'époque bien puriste des années 70, là, où le folk était bien fort, et l'électrique. C'était un peu comme la fois où c'est arrivé avec Bob Dylan à Newport. Tu sais, Bob Dylan, la première fois qu'il est arrivé avec sa guitare électrique en 64 au festival de Newport, il s'était fait crier chou. Ah ouais. Ouais, le monde n'acceptait pas qu'il joue de la guitare électrique, Bob Dylan. C'était un folk. Puis il s'était fait crier chou. Puis Zachary, en 60, ça fait quand même une maudite marge, là. Mais le folk nouveau, le New Folk est né en 72-73. Avec l'avenue de Botty Ben, avec la musique celtique, qui a eu vraiment une grosse incidence. Et c'est là qu'est venue un peu la mode des musiques du monde. Puis Zachary, en 79, avec son Ben, il s'était fait tirer des tomates puis des plures de bananes. Ben non! Je te le dis! Il pitchait ça! Il pitchait ça à Zachary!
Puis toi, t'étais sur le même festival que lui? Ouais, mais nous autres, on était tétrade au bout. Nous autres, on fitait. Nous autres, on tétrade. Mais Zachary, il avait un joueur de sac, joueur de guitare électrique. Ah non! Zachary s'était fait pitcher des bananes. Quand il sentait? Il était... Oh, il a été insulté? Il était insulté. Oh, mon Dieu. Les Suisses ne voulaient pas. Tu comprends? Ouais. Il aurait voulu qu'il arrive avec joueur de guitare acoustique, avec son accordéon. Ça, je vais m'en souvenir toute ma vie de ça. Ah ouais. C'est des coups. Tu sais, c'est ça, être témoin. Hey, vous autres, vous avez dû arriver comme sauveur? Non, puis il y avait un autre band américain avec le grand. Comment que ça s'appelait déjà? En tout cas, je me souviens pas. Je les ai rencontrés par après. Mais pas si bon. En tout cas, c'est bien. Mais c'est ça d'être témoin d'une époque. Ça va me rester toute ma vie. Puis c'est bon à raconter. Mm-hmm. Puis je l'ai vu. Je l'ai vraiment vu. Il était là. Tu voyais tomate. Je voyais les pneus de banane. J'étais tabarnak. Est-ce que vous autres, vous passiez après ou avant? Oh, je me souviens pas, là. OK. Oh non, nous autres... Mais en tout cas, ça a dû pogner en tabarnak, là, vous autres. Non, nous autres, on a fait Épalinges 2 fois, que maintenant, qui est le comment que ça s'appelle, à cette heure? Non, ça, mais l'autre, c'est le Nyon Folk Festival. Le Paléo Folk Festival, maintenant, qui est un gros festival... de musique commerciale maintenant, là. Mais nous autres, on a fait souvent des joies avec plumes à ce festival-là. Ah ouais? Avec Cholet, puis... C'était comment, jouer avec plumes? Ben, on était au même festival, on jouait pas ensemble. Oh, oui, je sais, mais... On a eu du fun. Ouais. Ben oui. C'est dans ces époques-là, là. C'est des époques où c'est nos époques, ça, tu sais, comme... on est arrivé à Vancouver, nous autres, avec l'idée en 2000... non, en 80... En 82. On est arrivé à Vancouver, nous autres, pensant que la côte ouest, wow! T'sais, on était naïfs, là, puis... Mais, tu sais, le party, gros party, on s'en allait au party, c'est après le samedi soir. Ouais. Puis il y avait un autre groupe qui s'appelait groupe écossais, The Boy of the Loch. Puis il était au centre. Puis c'était un dry festival. Tu sais c'est quoi un dry festival? Pas de boisson. Ah ouais. Nous autres, on en revenait pas. En 83, on est en maudit. Voyons donc, hostie. Comment se fait? Moi, tu sais, je fasse un show aussi avec pas de bière. J'ai pas de bière, fait que je peux avoir du vin. Puis je voyais le joueur de flûte de Boy of the Low aussi en tabarnak ici. Est-ce que la musique traditionnelle québécoise, tu sais, quand t'allais jouer peu importe où à l'extérieur du Québec, là, tu sais, est-ce que c'était respecté? Tu sais, est-ce que le monde avait un respect pour ça? Il faisait comme, voyons donc, c'est quoi ça, cette affaire-là? Non, c'était respecté, tu sais. On avait une certaine manière on avait du salaire aussi, tu sais, puis on savait comment ça marche, là. Tu sais, il y a eu des spectacles plus difficiles que d'autres. Ouais, c'est sûr. Ça fait partie de la game. Oui, des geeks brunes, comme on appelle, là, puis des ci, puis des ça, puis... Mais, non. Notre tour était quand même assez drette pour pouvoir... on représentait quelque chose. Okay. Puis on était au même titre un peu ambassadeur aussi, puis on le savait, ça aussi. Moi, j'ai toujours été un doux, moi, de toute façon. OK, t'embarques pas là-dedans. Non, puis moi, je me souviens, toujours eu une façon de prendre mes références, là, où ce que... Je me préparais. Tu sais, je connaissais le métier, là. Là, ça m'amène à te poser la question, c'est ça, parce que je te parlais du 3e album, puis il y a la fameuse chanson Le Zigazon. Oui. Celle-là, tu veux-tu... Ben ça, cette chanson-là, elle a traversé les générations. Elle a marché, celle-là. Non, mais tu sais, c'est quasiment rendu l'hymne national du Québec, là, cette tune-là. Là.
Ben, en tout cas, si on devenait un pays, moi, je voterais pour que ça le soit, là, parce que, tu sais, ça a marqué tout le monde. Même T'sais, talk! Ouais, c'est ça. Ça te fait quoi de savoir que cette toune-là, tu sais, a traversé toutes les générations? Oh, ça me fait quoi? Ben, c'est pas que pour cette chanson-là, mais on est une référence. Tu sais, moi, je suis une référence par rapport aux jeunes. Il y a des jeunes qui deviennent excités, tu sais, à me voir puis à voir ce que je fais. Il y a des jeunes qui viennent te voir? Ben oui, Ouais. ben oui. Puis j'écoutais ça avec mon pays. Puis, tu sais, c'est les références des parents, les enfants des parents. Puis c'est les enfants des parents des parents. Fait que c'est les souvenirs, là. Moi, ça fait 2 générations et demie, là, si on compte 20 ans pour une génération. Fait que ça en fait pas mal de monde, ça. Ça en fait des familles. Puis qu'on chantait ça au jour de l'an, puis on chantait dans le temps des fêtes, puis... Tu sais, regarde, je suis même à Radio-Canada la semaine prochaine avec Pierre Brassard qui m'imite souvent le samedi matin. Comment tu prends ça, cette parole? Ah, j'adore ça. C'est un compliment. Je l'inspire, puis c'est un gars talentueux, Pierre Brassard. Fait que je l'inspire. Ça fait ton bonheur. Puis moi, ça me fait... C'est parfait. À un moment donné, j'ai été à Radio-Canada avec Shawit. Tu connais Shawit? Non. Tu connais pas Shawit? Non. Shawit, c'est un chanteur de Mayotenam, un chanteur Innu. OK. Chris de bon. Très, très bon. J'ai fait une vidéo avec, t'écouteras ça. OK. Avec Shawit. Shahutt. Shawit. Okay. Puis, j'étais à Radio-Canada aussi, puis à un moment donné, je vois le réalisateur de la semaine prochaine, puis à un moment donné, je vois l'animateur de la semaine prochaine, puis il était dans le fond, puis moi, j'étais avec plus loin, puis à un moment donné, je l'ai vu, puis il me pointait du doigt en riant. Puis le réalisateur il est venu me parler, puis il dit « Ça te dérange-tu? » Ben, il dit « C'est un compliment, ça. » Ah, c'est cool, tu le Ben ouais, c'est cool, ça. Moi, pas de misère avec ça pantoute, moi. Fait que si on en revient avec le Zigazon, oui. C'est quoi l'histoire derrière cette chanson-là? Tu sais, comment qu'elle s'est créée? Je vais te dire, la vérité, la vraie vérité de cette chanson-là, ça, c'était la mère de Normand Miron. Normand Miron, ça, c'est un grand folkloriste de notre région. Sur le premier disque de la bottine, il y a sa photo à l'intérieur. Puis c'est lui qui a montré ça à Dédé. Qui a montré quoi? La Zigazon. Mais ça venait de la mère à Normand. Fait que la chanson au complet? Ou... Ouais. Ça venait c'est une chanson traditionnelle, ça. OK. Puis, fait que c'est pas toi qui l'as écrite. Ben non, c'est pas moi qui ai écrit ça pour tout. Moi c'est toute la tradition, ça, c'est tout du domaine public, comme on dit. Ah, OK. Ben oui, ça venait de... Mais c'est qui l'a inventé de bord? Ben, ça venait de la tradition, on ne sait pas. On ne sait pas. OK. On ne sait pas. Ça, c'est des tunes qui ont été transmises. C'est des tunes qui ont hybridé. Ah, OK. La Zigazon. On va à la fontaine. Il peut y avoir, il y a des centaines de chansons traditionnelles qui commencent par... M'en va à la fontaine. On va à la fontaine, tu sais. Ah. On va à la fontaine pour pêcher du poisson. La faux était si druide qui s'est coulé au fond. C'est la petite fille à petit Rochon qui a pris du poil de cochon pour s'en faire des mitaines. Sa petite sœur, pas pure fantaisie, a pris des poils de truie puis s'en est fait aussi. C'est une version de la Zigazon, ça. OK. Fait que, mais ça vient, cette version-là, ça venait de la mère à Normand qui avait un répertoire de chansons répondre, sa rue Visitation Halliette. Puis vous autres, vous avez décidé d'en faire... On a fait la version de Normand sur le 3e disque de la bottine. Va à la fontaine, pour où il pêche du poisson, là. C'est avec Dédé qui a chanté. C'est Dédé qui a chanté, celle-là. OK. Puis après ça, on l'a toute faite. Okay. Tout le monde la fait. Oh. Puis moi, si je la fais pas un show aussi... Moi, j'aime ça aussi des tunes que le monde connaisse parce qu'elles sont faciles à faire. Le monde sont contents. Tu comprends? Parce que tout le temps, du nouveau stock, à ça, les gens sont plus difficiles à se concentrer. Ah ouais, c'est comme Bruno Pelletier qui ferait pas la cathédrale, là. Ben oui. Tu sais, là, ça marcherait pas. Puis je comprends. Moi, tu sais, le dire, je la ferai pas, celle-là, commencer à s'assassiner, là. Non, mais lui, tout, il dit qu'il a un beau respect pour son public, fait que il respecte le public. Oui, il est fin, hein. J'ai travaillé avec, moi, pas mal. En 2011, j'avais fait Les Filles de Caleb, une comédie musicale. C'était moi, Caleb.
Puis il jouait là-dedans. Je l'ai trouvé adorable. Il est super il est fin, ouais. Bruno, ben oui. Fait que c'est ça, tu respectes beaucoup aussi ton public, puis que... Oui, fait que t'as fait... Puis même avec mon Ben à 8, il y a plein de tunes de bottines réarrangées avec 8 musiciens aussi. Que c'est trippant. Est-ce qu'on t'a déjà empêché de la faire? T'sais, est-ce qu'il y en a qui voulaient pas que tu la fasses? Qu'il y en ait un qui vient de me dire ça. Mauvais. Non, moi, la bottine, de toute façon, ils viennent de sortir un album, là, en décembre. Fait que, ils ont pris le nom. Il n'y a plus un membre original. Puis ils prennent le nom pour leur raison. Moi, en tout cas, c'est leur affaire. Mais moi, je m'empêcherai pas Moi, regarde, mon titre s'appelle « De la bottine à aujourd'hui ». Tu sais, là. Moi, écoute, je suis le fondateur de ça. Moi, hey, penses-tu que je vais... Surtout qu'ils ont pris la compagnie, puis tout ça. Là, fait que, hey, là. Tiens. Non, moi... ça, la bottine, là, moi, je ferai... Non, écoute, quand même. Fait que tu t'empêcheras pas des... Jamais. Jamais. Mais... Non, mais le concept est bon, puis aussi c'est accrocheur. C'est mon booker qui voulait ça, moi. Il voulait que ça s'appelle demain. De la bottine à aujourd'hui? De la bottine à aujourd'hui. Ouais. Puis après ça, moi, j'ai mon Romance Paradis, qui est un spectacle complètement différent. Plus de bottine pantoute. C'est toutes des chansons comme... des chansons plus bizarres. Okay. Non, mais il y en a une que j'ai quand même... Une sur le début de l'aviation. 1926. Votre avion va-t-il au paradis? J'aimerais tant y monter avec vous. Ma mère hier, elle est rendue, on me l'a dit. Je m'ennuie d'elle chez nous. Vous n'aurez qu'à m'y laisser en passant, puis retrouverez ma chère maman. Emmenez-moi, dont je suis si petit, avec vous au paradis. Ça, c'est une chanson du début de l'aviation. OK. Puis aime ça, c'est bizarre. Il y a une autre chanson sur cet album-là, de mon dernier, en janvier. La chanson la plus lente que j'ai faite dans ma vie. Un poème de Verlaine sur la solitude et l'ennui. Elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Puis ça, c'est une réflexion que j'ai eue aussi. J'ai toujours célébré, moi, la joie de vivre. Mais une pensée pour ceux qui sont seuls et qui s'ennuient. Y en a-tu d'après toi? Ouais. Une crise de gang. Ouais. Ça, c'est ma manière de travailler. C'est à un moment donné qui m'a amené à... Mais j'ai toujours été, même du temps de la bottine, j'étais toujours celui qui amenait une chanson plus sur la réflexion que sur le ha-ha-ha. OK. Tu sais, moi, j'aime ça l'équilibre, mais cette chanson-là, elle est touchante au bout, puis elle est vraiment là, une belle interprétation. Là. Est-ce que il y avait beaucoup de chansons traditionnelles, tu sais, que vous prenez d'un répertoire qui existe, qui est public, genre, qui appartient à tout le monde, ou, tu sais, c'est quoi le pourcentage, justement, de ces tunes-là qui sont publiques, puis ceux que vous écriviez? C'est presque exclusivement du domaine public. Presque exclusivement. Non, c'est la composition... Il y a Dédé qui en a fait dans l'an 2033. Tu connais-tu cette chanson-là? Non. Tu connais pas, hein? En l'an 2033, un vieux Québécois décida de tourner à Chassalouas, sur l'île du Port. Par le 1er du mois, il partit d'un bon pas. Tout ce qu'il y a quand il y arriva, tourne d'un bord puis tourne de l'autre, lève la tête puis lève les bras. Pas un hostie doigt. Tout ce qu'il y trouva, des cannes de Coca-Cola, et puis des douilles de 303, made in USA.
Ça fait que là, Josaphat L'Espérance, durant des oies blanches, a tiré 2 coups de fusil dans le ciel vide. Il s'est assis sur une roche, il a sorti un crayon peu papier, et puis il s'est concentré. Mon cher ministre, dans mon pays, je suis allé pour l'oie y chasser. Aucune oie je n'y ai trouvé, et de nombreuses fois, j'ai sacré. Ça serait trop vous demander que de savoir où c'est qu'ils sont passés, baptême. Signé Josaphat L'Espérance durant des oies blanches. Par le 10e du mois, Josaphat reçut un beau message sur page blanche qui lui disait ceci. Nous sommes pour vous déçus, croyons que vous n'eussiez déjà su, mais cette terre ne vous appartient pas lui. Elle a été vendue, sold out. En d'autres termes, vous n'avez pas d'affaires là. On vous souhaite quand même d'excellentes récoltes, le moins de maladies possible dans la famille, signé le ministère de l'au-delà. Là, ça part. Là, ça part. C'est cool. C'est quasiment du théâtre, aussi. Il y a une partie un peu théâtrale là-dedans. Ben oui, certain. Certain, du théâtre. Faire le métier, c'est du théâtre. Mais oui. C'est de la musique, mais c'est aussi beaucoup de théâtre. Moi, je suis un fantaisiste, moi. OK. Vraiment, je suis... tu sais, c'est multi... toutes les... Tu sais, je peux avoir... au niveau de l'éclairage, au niveau des projections, quand tu as de l'argent, tu peux en mettre, mais moi, j'ai toujours été un peu sur le bord de... Même la simplicité, c'est beau au bout aussi, mais c'est du théâtre. Faire de la scène, là, pouf! Ben ouais. Tu sais, là... Puis là, j'ai une question encore avec la zigazon. Oui, qu'est-ce qu'elle a, la zigazon, là? Quand vous l'avez sorti, y a-tu un succès instantané, cette chanson-là? Tu sais, parce qu'aujourd'hui, là, elle est emblématique, là, cette chanson-là. Non, je sais pas où exactement. Le temps, ça, c'est le temps. Ça, c'est le temps. Parce que il y en a une autre chanson là que c'est bon prendre un verre de bière avec la cuisinière dans un petit coin noir. Ça, je sais où vient l'origine? Non, l'origine, ça venait ça venait du père dans le nord de l'Ontario. En tout cas, je me souviens plus, pas grave. Et puis, mais c'était l'émission de radio de Québec le matin. C'était le Zoo, qui appelait ça le Zoo. OK. Puis à un moment donné, ils ont créé cette chanson-là. Fait que là, ils l'ont passé beaucoup. Ah, ils en ont. Fait que, il y a eu un boom, tout le monde la connaissait. OK. Fait que ça a beaucoup aidé à populariser cette chanson-là. La zigazon, c'est par la qualité du refrain. Ben oui. La bottine, là, puis le rigolat. Puis... Ça, c'était-tu vous autres qui avez emmené ça ou était déjà de même? Elle était de même. Okay. C'était tout... elle était placée. Okay. Mais c'était... et avec le temps, et quand j'ai vu Toc aussi l'année passée, s'il chantait ça, je le rencontre en septembre, je pense. Qui l'a remis sur la map. Qui l'a remis sur la map. Ben, mon gars, c'est parfait. Mais j'ai fait encore l'automne passé... l'émission Sans génie. Je rencontrais, la dernière émission, on rencontrait les élèves sur la chanson La Zigazon, puis j'ai tout été là avec un gros band faire la chanson à la TV. Fait que c'est une chanson qui est rentrée dans la mémoire collective. Okay. T'en en prends des comme ça, tu sais. Il y avait aussi des vieilles maisons. Dans nos vieilles maisons, ça, c'est Muriel Millard, la reine du... c'est la reine du musical. OK. Et puis, elle avait composé cette chanson-là, qui était un peu tabou pour tous les chanteurs traditionnels. Elle n'était pas aimée ben parce qu'elle était trop quétaine. Puis moi, je l'ai toujours aimée, puis ce qu'elle représente, c'est vraiment, il y a une saveur traditionnelle là-dedans, là, que... Moi, j'ai toujours aimé la chanter, puis je la chante encore. Puis, mais elle a été composée, c'est pas une chanson traditionnelle, c'est une chanson composée par Muriel Millard à la manière traditionnelle. Okay. Mais elle est devenue dans la tradition, ça. Mais tu sais, c'est toujours un peu... moi, tradition originale et tout ça, c'est pourvu que ça me plaise, moi. Okay. Puis que je suis capable d'y donner telle sorte de couleur par ma voix,
mon senti. Ton interprétation. Mon interprétation, exactement. OK. Puis comment que tu vois ça, l'importance de garder justement la musique traditionnelle au Québec dans notre culture? Quelle importance tu y accordes? Non, mais ça, c'est comme le français, un peu. Il faut travailler à la reconnaissance de cette musique-là. Ça a beaucoup évolué depuis bien des années aussi. Et comme je te disais au début, c'est beaucoup moins en danger qu'avant. On arrivait de grosse époque rock, Elvis, puis tout ça. Puis quand ça a pogné dans les années 70... C'était une révolution, là. Toute l'arrivée de l'industrie américaine. Non, mais ça a été les musiques du monde. Ça a été une révolution dans les années 70. OK. Nous autres, on est arrivés dans le mouvement, le folk revival qu'ils appelaient. En même temps que les communes au Québec. Tu sais, là, il y a eu une époque où on allait rester dans les campagnes. C'est ça, c'est que après ça, les musiques africaines sont arrivées avec Peter Gabriel, avec WOMAD. C'est là que Youssou N'Dour, un grand chanteur africain, était connu. Puis là, c'est ça, c'est quoi? Ça a mis en danger un peu plus? Non. Après ça, on a reconnu notre patrimoine, les jeunes de l'époque, dans les années 70, la musique traditionnelle folklorique, quand on a connu Pitou Boudreau, violonneux de Chicoutimi, conteur en même temps, puis des airs compliqués, puis je vois bien, on capotait. Jean Carignan, Philippe Bruno, qui était toujours ma source de référence en accordéon, Antonio Bazinet, tu sais, là, c'est tout, on découvrait notre patrimoine. Mais là, c'était face à la musique commerciale qui voulait rien savoir, mais là, qu'à un moment donné, des années 70, comme je te disais, à un moment donné, même les chanteurs avaient des petites ritournelles de cuillère, puis des petites ritournelles de... Puis là, ça s'est venu. Puis après ça, après le référendum, il y a eu la chasse aux sorcières. Puis c'est là que ça a eu un crash? Ouais, il y a eu un crash, mais tu sais, là, ça n'a pas d'importance ce que je te dis là, dans le fond, que la musique traditionnelle, présentement, elle est très en santé. Très. Il y a des musiciens, des jeunes, des groupes. Il y en a. Dans des esthétiques particuliers, originales. Ah, c'est ça. Fait comment tu vois la nouvelle génération? Ah, moi, je trouve ça fantastique. Ouais. Fantastique. Ah, ouais, non. Moi, Tu peux-tu des exemples? Vent du Nord, qui vont jouer encore à Saint-Jean, ici, qui Les Cowboys fringants? Ah, Cowboys, c'est une autre affaire, ça. Cowboys, c'est plus les beaux dommages de 2020. De l'an 2000. C'est plus beaux dommages que mouvement trad. Okay. Vraiment. Ouais. Parce que c'est les chansons, c'est pas trad. Il n'y a rien de trad là-dedans. OK, tu parles peut-être plus mes aïeux, genre? Mes aïeux, ils ont plus tricoté un peu en surface avec le trad, plus proche du trad, mais c'était aussi de la composition. Fait que c'était pas du trad, mais ils sont beaucoup influencés dans la manière. OK. Fait que c'est pas pareil. Le trad, c'est le trad. OK. C'est de la musique. La musique traditionnelle. Publique. Jouer du violon, jouer de l'accordéon, chanter des chansons répondre, des complaintes, des contes. Tout ce qui rapproche, tout ce qui ramène au patrimoine. OK. Et puis, mais c'est en santé au bout dans cet incite là, tu sais. T'as fait une collaboration avec Groovy Hardwork. Ouais. Ça, comment que ça s'est passé? Ça fait longtemps, là, ça. Oui. Au début, t'étais pas convaincu du projet? Non. Non, ben comment ça s'est passé? Ah non, mais c'était une demande. Ouais. C'est une demande. Genre, on avait été là avec Bordelot dans leur grange, là, dans le temps. Puis moi, j'en ai fait bien de ça, des participations avec tout ça. Des collaborations. Oui. Puis ça a fait son chemin. Ils ont même fait la vidéo chez nous. Fait que, en partie. Pas au complet, mais en partie. Puis comment ils t'ont approché? Ils ont appelé, je pense. J'ai revu beaucoup, les ai revus beaucoup depuis ce temps-là. Vincent Pic, puis... Là, puis aussi, j'ai des événements spéciaux en 2025 pour mon 50e, puis je vais l'inviter, là, dans des occasions spéciales, je vais inviter Vincent pour venir le chanter la chanson avec moi sur mon show. That's it.
Puis il y en a d'autres que je vais inviter. Là. Je ne commencerai pas à dire les noms, mais Vincent, j'aimerais bien. Je l'aime bien, moi. Vincent, c'est un bon gars. C'est un gars qui l'aime beaucoup, lui. Ah, cool. Ben, c'est ça. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Tu sais, on a tellement pris toutes sortes de détours pour parler des sujets que je voulais parler que là, je suis comme, bon, où c'est qu'on est rendu? Mais, non, ben, je suis bien content. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Très content de t'avoir reçu. Bon, mais tant mieux, mon ami. Merci Yves Lambert. Puis là, c'est ça, j'avais mon commanditaire qui t'offre un petit cadeau. Du café. Ouais, je sais pas si t'es un grand fan de café. Ah, le café, là. Puis une tasse. Yeah! Ouais. Puis le sac, justement, c'est justement, on va goûter à ça, ben oui. c'est le sac du podcast, justement. Ah ouais, c'est le fun. Ben c'est le fun, ça fait du financement, c'est... Exact. Yeah. Fait que, les annonces. Si on veut te suivre, il y a ton site, yveslambert.ca ou .com, sais-tu? .com. Ouais. Puis, en tout cas, je mettrai le lien. La pruche libre. Pardon? La pruche libre. La pruche libre. Ouais, ça, c'est ma compagnie, ça. OK. Puis, c'est ça. C'est la pruche, hein? Tu sais c'est quoi, la pruche? Hein? Non, vas-y. La pruche est un conifère dont l'essence favorise la créativité et agit sur l'inconscient. Ça, c'est un maître en huile essentielle, un Égyptien. C'est quoi, c'est des magic mushrooms, genre... Qui m'avait rencontré sur un avion. Puis j'avais dit le nom de ma compagnie, La Pruche Libre, puis c'est là qu'il m'avait dit que c'est une essence très particulière qui agit sur l'inconscient et favorise la créativité. C'est cool, ça. C'est une forme de champignon magique. Quasiment. Hey, Yves Lambert, encore une fois, un gros merci. Merci d'être venu sur le podcast. Un gros merci à mes commanditaires, procafetière.ca. Et on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Bye. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.